et maintenant je vais passer la parole à l'oratrice suivante, Sophie Dal-Nasebi, qui est docteur en sociologie et anthropologie. Elle est associée au l'ERAS à l'Université de Toulouse 3 et ses recherches portent sur les modalités de participation sociale et les dispositifs d'accessibilité et des manières associées sur les relations entre pratiques des communications, organisations et rapports sociaux. Ses travaux sont à la croisée de la sociologie, des sciences et des techniques, des sciences de l'information et de la communication. Il va nous présenter un travail de recherche qui s'intitule Accessibilité et éthique des recherches interdisciplinaires auprès des personnes associant des difficultés auditives et visuelles. Donc, Sophie, je vous donne la parole et on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez le PowerPoint également? Très bien. Merci beaucoup pour cette opportunité de partage. Donc, nous sommes une équipe projet interdisciplinaire qui avons associé sociologues, anthropologues, psychologues et généticiens de la Fondation Maison des sciences de l'homme, de l'Université de Paris 7 et de l'Institut Imagine à Necker. Et ce que l'on souhaitait aujourd'hui, c'est vous présenter, partager avec vous en fait ce qu'on a appris sur l'accessibilité et les questions éthiques associées de recherche interdisciplinaire sur des personnes qui associent une surdité et des difficultés visuelles. Alors, on s'est appuyé sur 2 recherches, des psy surdits qui a été soutenue par la Fondation Maladies Rares et chercheurs sociaux qui est du volet sciences humaines du projet Life for Deaf soutenu par l'ANR et Investissement d'Avenir. Et donc, voilà, c'est une présentation transverse qu'on va vous faire sur les aspects méthodologiques et éthiques. Il faut savoir que donc au départ, ces études, elles visaient à étudier les parcours de vie et le quotidien des personnes qui associent une surdité et difficultés visuelles, avec un focus quand même beaucoup sur le syndrome de Usher. Donc je vous en dis 2 mots. Il y a des slides où je vais passer très vite, hein, c'est pour partager des éléments de background. Donc le syndrome de Usher, il y a 3 types cliniques. C'est une surdité congénitale qui peut être profonde dans le type 1, moyenne dans le type 2, évolutive dans le type 3, associée à des difficultés visuelles évolutives que sont la cécité dans la pénombre, la photophobie, puis la réduction du champ visuel, qui peut arriver jusqu'à une vision tubulaire ou à une cécité totale. Évolutions qui ne sont absolument pas prédictives dans la rapidité, qui va néanmoins débuter à l'adolescence dans le type 1, début de la vie adulte dans le type 2 et qui est variable dans le type 3. D'un point de vue identitaire, c'est très important de décrire les choses comme ça parce que les personnes étant nées sourdes, la surdité fait partie de leur identité et n'est pas considérée comme un problème. Le problème auquel ils font face, ce sont les difficultés visuelles évolutives et j'y reviendrai tout à l'heure. Également, il y a des troubles de l'équilibre qui sont typiques du type 1, donc c'est une maladie génétique avec 9 gènes identifiés, donc on peut faire des diagnostics présymptomatiques aujourd'hui, mais il n'y a aucune thérapie génique disponible, les chercheurs y travaillent précisément. C'est une maladie rare, ça représente 3% des surdités de naissance. On a ouvert également certains aspects de cette recherche à d'autres syndromes qui peuvent arriver également à cette combinaison. Et d'autres origines, j'y reviendrai, il faut que j'aille plus vite. Donc en termes de méthodologie, on a un suivi de cohorte, donc avec des dialogues sciences humaines et sciences médicales, un grand questionnaire, j'y reviendrai, des entretiens avec les personnes concernées, les proches, des observations et des groupes d'intervention sociologique où on travaille avec les personnes concernées. On a eu le soutien des associations, voilà, je souhaitais le souligner. Donc, ce qui nous a intéressés, c'est vraiment ces questions d'accessibilité. Il y a aujourd'hui tout un appareil législatif qui rappelle le droit des patients à accéder aux informations de santé, sur les soins, sur les recherches impliquant la personne humaine. Et donc, l'idée, c'est que dans leur langue et dans une version compréhensible. Ce qui est vraiment important, notamment pour la population sourde, c'est qu'elle puisse accéder
à des traces, de pouvoir revenir aux documents et pas seulement d'avoir accès à l'interprétation le jour où ils donnent leur accord. Donc bien sûr, cet appareil il vise à respecter les patients, leur réputation, leur choix évidemment. Il y a cette notion de risque. Alors en médecine, la maîtrise des risques, on pense bien sûr au risque de maladie, au risque d'accident, mais en fait en sociologie, en psychologie, il y a aussi les risques liés à la vulnérabilité des personnes, puisque le travail des sciences humaines est un travail sur la parole, sur la communication, sur des récits de vie. On va venir pointer en fait les difficultés et on peut mettre les personnes en difficulté, faire ressortir des émotions. Et donc, il peut y avoir un risque de ce point de vue-là. Et il y a eu un travail de psychologie, on va viser à ne pas intervenir, à essayer de contenir les émotions, à ne pas suggérer les mots, suggérer des solutions. À l'inverse, en psychologie, on va accompagner les personnes à reconstruire du sens, etc. Donc, en termes de position méthodologique sur ces questions, on a trouvé un compromis qui était d'une part, bien sûr, orienté vers des personnes ressources si besoin, mais de proposer des entretiens psychologiques de reprise, en fait, pour revenir sur éventuellement ce qui avait été soulevé dans les entretiens et qui pouvait être peut-être déstabilisant. Et enfin, voilà, l'objet de cette présentation, c'est vraiment d'insister sur cette question de l'accessibilité de la communication, qui, à notre sens, n'est pas au sérieux comme étant une question véritablement On a un problème, Sophie, de micro. Je pense que vous touchez quelque chose qui c'est un fait défaut que du j'ai. bruit. Merci Oui. de l'avoir signalé. Donc la question de la communication, vraiment une question éthique commune et qu'il est vraiment important d'avoir en tête. Alors, très rapidement, des éléments de contexte pour que vous compreniez ces enjeux. La surdicité est beaucoup plus diverse que ce que l'on pourrait imaginer. Ça a des conséquences sociales et pragmatiques importantes. Déjà, le questionnaire que nous avons construit, qui n'est pas représentatif puisqu'on n'a pas des éléments de référence qui permettent de l'être, néanmoins, il permet de montrer, de témoigner de la réalité objective, des conditions de vie objectives et de sa diversité. Être sourd-aveugle, ça ne veut pas dire vivre en foyer, ça peut être vivre en couple, la moitié ont des enfants, ça ne veut pas dire non plus ne plus travailler. Même si on note un pourcentage important d'inactivité, ce qui prouve qu'il y a des enjeux quand même là, mais on peut travailler, on peut continuer à mener une vie sociale. Ce qui est important également, c'est la grande diversité des pratiques de communication, puisque ces personnes peuvent être en langue des signes tactile, j'y reviendrai, s'exprimer oralement, en lecture labiale, utiliser l'écrit en interaction, voire l'écrit numérique, avec des terminaux braille éventuellement. Également, avoir en tête la diversité de la surdité et des manières d'entendre. C'est pas parce qu'on a un implant cochléaire et qu'on comprend la parole que l'on va pouvoir, par exemple, localiser les sons. Il peut y avoir aussi, même dans ces circonstances, un travail de suppléance mentale. Être appareillé peut vouloir dire être plus sensible à certains sons, aux conditions acoustiques. Et également, être appareillé peut aussi vouloir dire ne pas comprendre la parole, mais utiliser les sons comme alerte sonore. Donc, il y a une grande diversité derrière ce mot, surdité, et puis derrière tous ces appareils. Également, une grande diversité concernant les difficultés visuelles. Avoir un champ visuel qui se réduit progressivement, ça veut dire déjà avoir des zones aveugles, comme par exemple dans la scène représentée, c'est ne pas voir les enfants qui arrivent par la droite dans une rue. Et contrairement aux représentations habituelles en ophtalmologie, les patients ne voient pas un point noir. Ils n'ont pas conscience de la zone aveugle et leur cerveau va même reconstituer la rue sans les enfants. Également, une variabilité contextuelle de la cécité. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, à savoir justement cette idée que des personnes peuvent être bien voyantes dans la lumière et totalement aveugles dès qu'il y a un peu d'obscurité, ou rester longtemps aveugle suite à un éblouissement. Avoir un champ visuel réduit, comme le montre la deuxième vignette, où on voit un bout d'un vélo et le bout d'un bus, euh, permet certains usages de la vision. On peut voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue, mais ne permet pas d'autres usages. Et donc, par exemple, la personne va utiliser une canne parce que se déplacer avec ce champ visuel-là, c'est très compliqué. Donc, on peut avoir des moments où la personne va se comporter comme non-voyant, puis d'autres moments où elle va avoir besoin d'autres ressources et se comporter comme dans les représentations communes se comporte un aveugle. Donc, cette variabilité, elle est vraiment importante.
Également, on s'est rendu compte dans cette étude une grande confusion sur les modalités de communication tactile. Donc déjà rappeler que la langue des signes française est une langue et qu'il y en a plusieurs dans le monde. Ça, ce n'est pas toujours acquis dans tous les milieux médicaux, mais qu'il existe une modalité tactile de perception de la langue des signes qui consiste à poser ses mains sur les mains de l'interlocuteur. Ça suppose quelques ajustements dans les manières de signer. On va amplifier les mouvements, on va choisir peut-être son vocabulaire qui va être plus facilement perceptible en termes de configuration. Il existe aujourd'hui une littérature internationale qui étudie justement ces ajustements d'ordre linguistique dans la langue des signes tactiles et également les innovations qui existent aujourd'hui dans les mains des sourds aveugles à travers le monde, qui sont appelées aujourd'hui le protactile, qui consiste à exploiter davantage le registre tactile dans les structures linguistiques de ces modes de communication, de ces langues, où on va davantage utiliser le contact et le corps de son interlocuteur, donc dans un cadre tout à fait codifié, annoncé, c'est linguistique. On n'est pas du tout dans un registre de l'attouchement, du registre du sale ou du sexuel, comme ce à quoi le toucher est souvent associé. Également, il existe des codes d'interaction tactile qui s'appellent l'haptique et qui est confondu parfois avec la langue des signes tactile, qui sont des codes qui permettent d'informer que des gens applaudissent, que quelqu'un rit, que quelqu'un se déplace, qui peuvent être faits dans le dos par une tierce personne, mais également dans l'interaction, ça peut être fait sur le dos de la main, sur la jambe ou sur l'épaule, et qui peuvent être utilisés notamment dans les relations de soins pour tout ce qui est coordination de soins. Et il existe aussi des alphabets dans la main, donc là c'est quand même plus laborieux comme communication, hein, déplier les mots, mais certaines personnes vont très vite. Donc voilà le contexte vraiment important pour comprendre ensuite cet enjeu d'accessibilité, et que ça soit dans les dispositifs de recherche ou dans les soins, et qui vont aussi donner un aperçu de ce que ça veut dire vivre en tant que sourd aveugle ensuite dans sa vie quotidienne, et qui serait important que les soignants connaissent pour pouvoir mieux accompagner leurs patients sur cet autre espace que l'espace de la consultation. Donc, c'est tout d'abord insister sur l'accessibilité de la communication. Bon, ça, c'est quelque chose qui est un premier élément pour les personnes sourdes, c'est les conditions d'écoute qui vont être spécifiques. Éviter le bruit, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont en tête, mais ça peut être aussi poser sa voix. Ça veut dire tenir compte d'une activité possible de suppléance mentale. Il y a des personnes qui sont implantées, qui comprennent la parole, qui nous ont quand même décrit tout le travail. Bah là, tu as dit ça, mais en fait, j'ai entendu ça, et donc en fait, je me suis dit que, et ils reconstituent ce qui a été dit. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça existe. Des difficultés de localisation du son, comme déjà évoqué. Et ce qui est important, c'est qu'en tant que personne née sourde, ils vont construire des prises d'informations visuelles. Donc, dans leur fonctionnement habituel, ils ont l'habitude de s'appuyer sur des informations visuelles, soit complémentaires au son, soit qui viennent pallier les informations sonores qu'ils n'ont pas. Et donc, ils vont vraiment investir la vision dans la communication en particulier, lecture labiale, les pointages, les expressions, la langue des signes, l'écrit. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'ils vont continuer à les utiliser avec des champs visuels réduits, et qu'il est important d'avoir en tête la logique des interactions visuelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois parler dans une logique visuelle et montrer un document écrit qui se trouve plus loin ou plus bas. Il faut que les choses soient dans une unité spatiale pour qu'on puisse jongler facilement de l'un à l'autre, ou alors il faut être dans la séquentialité. Je parle d'abord et je te montre après le document dont je parle. Et quand on est dans un champ visuel réduit, ça va accentuer ces logiques-là de séquentialité, d'annonce, de pointage, de guider le regard de mon interlocuteur vers ce que je lui montre ou vers un autre interlocuteur. Il va y avoir des enjeux aussi à veiller à rester soi-même dans le champ de vision de son interlocuteur, qu'on soit en oral ou en langue des signes. Également, penser la distance, c'est-à-dire que quand je suis trop près ou qu'un texte est trop gros, hein, spontanément, on se dit difficulté visuelle, je vais imprimer mes textes plus gros. Bah, pas forcément, quand on a un champ visuel réduit, texte plus gros, ça veut dire on voit moins bien. En fait, il faudrait à l'inverse avoir un texte plus réduit ou le regarder de plus loin. Et également prévenir quand on sort du champ, et investir des codes d'interaction visuelle, d'interaction tactile. C'est très important et j'y reviendrai. Et il y a également des enjeux de sensibilité au contraste et aux éblouissements. Donc ça veut dire avoir un vêtement qui contraste avec sa peau
pour une communication en langue des signes, mais aussi une qualité d'éclairage et éviter de se tenir en contre-jour. Donc ça fait un peu la checklist, mais c'est pour montrer justement tous les petits détails qui vont faire qu'une situation est capacitante ou incapacitante pour les patients dans les consultations, mais ensuite aussi dans leur vie ordinaire. Un autre élément très important, c'est l'accessibilité des documents. Donc nous, on a appris en marchant et on voulait partager ça avec la communauté des chercheurs. Je pense que précisément, comme il a été dit précédemment, les dispositifs spécifiques qu'on a dû mettre en place pour des personnes en situation de maladie rare peuvent concerner beaucoup plus largement d'autres publics. Donc l'accessibilité des documents, c'est vraiment important d'avoir en tête que dans les études cliniques, en général, on a beaucoup de papiers. On va avoir la présentation de l'étude, le document de consentement, puis on va avoir un questionnaire, puis on va avoir voilà. Au final, on se dit: «Bon, bah, avec des personnes sourdes qui sont locuteurs de langue des signes, on va solliciter un interprète». Mais l'interprète, il va devoir rester 1 heure et le patient, il va rester concentré comme ça pendant 1 heure, c'est juste ingérable. Par ailleurs, s'il veut revenir sur les documents qu'il a signés, il ne pourra pas. Donc il est vraiment important d'avoir en tête, cette idée de document, de rendre des documents accessibles. Donc qu'ils soient en français, en langue des signes, sur papier noir ou en braille, mais c'est en version numérique pour une lecture en braille, mais aussi d'avoir donc une version vidéo langue des signes, donc une version, heu, en document, reconsultable qui va être traduite en langue des signes avec toujours ces critères de lisibilité, une qualité de contraste, mais aussi une qualité de structure. Pour la synthèse vocale et braille, c'est à la fois avoir des plans qui permettent d'aller directement à ceux qui nous intéressent, c'est aussi éviter tous les habillages qu'il peut y avoir sur les sites internet ou sur les documents et qui perturbent la lecture. Nous, dans l'étude, au départ, beaucoup nous ont dit qu'en fait, ils avaient juste pas lu les documents, en fait, pour ces raisons. Donc, c'était important de mettre en place tous ces dispositifs et également de faire savoir qu'il existe des professionnels de la médiation linguistique, donc des interprètes en langue des signes et des interprètes en langue des signes tactile également, qui sont là forcément en coprésence et qu'il existe des professionnels dédiés à la production de ces supports en différé, qui sont des traducteurs, qui peuvent être sourds pour la langue des signes et qui vont faire ce passage entre des documents écrits en français et des documents en vidéo en langue des signes, qui offrent donc une liberté de visionnage aux personnes, mais qui permet aussi de rendre accessibles des questionnaires. Donc, je vous ai mis des illustrations donc, de questionnaires en ligne qui étaient en français contrasté, en langue des signes contrastée. Et voilà, on parlait de tests tout à l'heure, mais voilà, les dispositifs de test, il faut aussi, dans le cas de ces publics, les penser en version contrastée pour que les stimuli puissent être vus et également traduits. Donc, bah, j'ai vu que le test précédent était traduit en plusieurs langues. Voilà, ça peut être traduit aussi en langue des signes française et dans d'autres langues des signes du monde, puisque les catégorisations sémantiques ne sont pas les mêmes et qu'au final, on peut évaluer non pas les compétences de la personne, mais le dispositif de test et les différences linguistiques. Également donc sur les interactions de soins, il y a évidemment tout ce qui vient d'être dit, qui se joue, notamment l'accessibilité de la communication. Hem, Également, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur l'accueil, des personnes malvoyantes à l'hôpital, sur l'accessibilité, sur, l'importance d'avoir des repères pour se déplacer, hein, que tout ne soit pas blanc. Quand on est sourd-aveugle avec un champ visuel réduit, ben, on va avoir tendance à suivre son interlocuteur, donc le médecin ou l'infirmier qui vous accompagne, dans une salle. Idéalement, il faudrait que la tenue contraste avec les murs pour pouvoir suivre la personne jusqu'à la salle. Également, laisser le temps aux patients d'observer les lieux ou alors les leur décrire. Concernant les interactions, quand on parlait tout à l'heure de pratiques capacitantes et incapacitantes, que ça soit dans les consultations ou que ça soit dans le monde du travail, ça va être ou lors des déplacements dans la vie quotidienne, ça va être la même chose. C'est que quand il y a la lumière, les personnes sont en compétence et puis quand ils sont dans la pénombre, ils sont en incapacité. Donc ça suppose des pratiques du coup qui deviennent adaptées. Donc ça va être, donc dans les pratiques de soins, les bonnes pratiques que l'on a observées, c'est d'annoncer les coupures de lumière. Mais ça veut dire aussi annoncer avant, bah, quels sont les actes de soins qu'on va faire,
montrer au toucher ou à la vue les outils, annoncer également ce qu'on va faire sur le corps, parce qu'il y a sinon des examens, notamment visuels, où on prend la tête et on la colle. Si ça n'a pas été décrit avant, ça peut être extrêmement violent. Et investir également des codes de toucher, notamment pour le champ visuel, voilà, regarder à droite, à gauche. Donc il y a des codes, soit sur la main, soit sur le visage, pour indiquer de quel côté regarder, et qui peuvent être du coup dans une démarche vraiment de respect de l'interlocuteur, du patient, pour que les consultations se passent au mieux. Et également, ce qui peut paraître étrange, la prise en compte d'une fatigue à regarder. Également, ce qui était important pour nous de partager, c'est la question des manières de dire la santé qui sont, pardon, excusez-moi, je vais très prudente, qui sont pas si simples, notamment, voilà, éviter de dire que les gènes sont mauvais, défectueux, à réparer, avec des erreurs, des échantillons à jeter. Et également au regard de cette variabilité des pratiques et des situations de cécité, il faudrait peut-être éviter. Bon, il y a des médecins il y a une véritable angoisse dans l'évolution de la vision, associée au moment où je vais passer à la canne ou au moment où je vais passer au langue syntactile. Cette notion de passage où je vais perdre complètement mes prises, qui en tant que sourd sont très souvent visuels et extrêmement angoissants. Donc, il y a des médecins, pour rassurer leurs patients, ils leur disent non, mais vous n'en êtes pas là. Et le problème, c'est qu'au regard de cette diversité de situations et de variabilité surtout des situations, il faudrait à l'inverse peut-être leur dire bon, vous n'en êtes pas là, mais saisissez-vous-en maintenant, parce qu'en fait, il y a des moments où ça peut vous être utile, quand il y a trop de monde, même si vous voyez bien, avec un champ visuel réduit, s'il y a trop de monde avec une canne, c'est quand même mieux. Et la langue des signes tactiles, je peux l'utiliser quand les personnes sont trop près de moi et que je n'ai pas le recul nécessaire pour voir ce qu'il me dit. Et donc, en fait, ça permettrait de s'approprier ces pratiques alternatives dans un moment moins angoissant et donc d'être mieux préparé lorsque le passage, entre guillemets, est imposé. Également, et ça rejoint les discussions de tout à l'heure, il y a beaucoup d'angoisse et de retour sur les conditions d'annonce de ce syndrome et sur la manière de parler de la cécité. Même entre médecins, ce que veut dire être aveugle est quand même très différent. À partir de quel moment on considère que quelqu'un est aveugle est sujet à débat, et peut-être ça vaudrait le coup de partager en fait ce débat avec les patients pour qu'ils comprennent mieux de quoi chacun parle, et justement réintroduire cette notion de variabilité serait particulièrement pertinent. Je finis sur deux derniers slides. Je ne vais pas détailler les données du questionnaire sur lesquelles on s'appuie, mais on souhaitait quand même pointer le fait que, également, sur ces questions éthiques et d'accessibilité, il est important d'avoir en tête que la santé pour les patients, puis comme le disait l'OMS également, c'est aussi la qualité de vie. C'est aussi avoir les moyens pour mener son quotidien. Et donc, les patients attendent des médecins des solutions qui, pour les médecins, ne sont pas de leur répertoire, ne sont pas de leur registre, qui ne consistent pas à soigner les corps, mais à trouver des moyens pour se débrouiller au quotidien dans sa vie sociale, donc obtenir des aides techniques et humaines, savoir quels sont leurs droits. Et il est important d'avoir en tête, voilà, que ces questions d'accéder à des stratégies alternatives est tout à fait vitale, et serait important de pouvoir réorienter les personnes vers ces ressources, et surtout, 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 de ne pas les orienter vers un type de solution dans un champ qui est la surdité, qui est très clivé. C'est vraiment de donner accès à tout ce qui existe pour que les personnes puissent faire leur choix, et puis surtout switcher de l'un à l'autre. Dernier point, c'est la question des enjeux identitaires dans le rapport aux soins. Je l'avais annoncé au départ. La santé, c'est aussi construire du sens et une continuité dans son parcours. Et donc, quand on est sourd, on a et intégrer la surdité dans son identité. Ce n'est pas la surdité, la difficulté. Donc, ils n'ont pas d'attente là pour ce syndrome, ils n'ont pas d'attente de réparation de la surdité. Par contre, ils ont une attente énorme sur le blocage de l'évolution de la vision. Voilà, donc c'est juste à rappeler que les demandes de thérapie peuvent varier selon les constructions identitaires, et qu'il n'y a rien d'hérétique au fait de ne pas vouloir une restauration de la surdité, ou de ne pas la vouloir de manière irrémédiable, hein. Certains veulent garder le bouton on-off. Voilà, je voulais juste terminer sur ça, et puis pour plus de détails, nous avons un site qui va mutualiser les résultats de cette enquête très riche. Voilà.
Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie, pour votre présentation, pour votre connaissance de cette population et toutes les recommandations finalement que vous arrivez à formuler à partir de cette recherche. Moi, j'aurais une question, puisque vous n'avez pas eu le temps de parler de la méthode, mais je voulais savoir si cette recherche était une recherche participative, hein, où les personnes concernées ont fait partie finalement de la construction de la méthode. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes revenu sur le terrain, sur la population, pour leur montrer les résultats de votre étude et comment vous avez tenu compte finalement de leur point de vue, de leurs avis, de leur point de vue par rapport à vos résultats? Alors, la recherche n'est pas participative dans sa conception, puisqu'en fait, nous avons rejoint, enfin, le volet sciences humaines a rejoint un suivi de cohorte au départ, d'un premier aspect. Par contre, nous avons créé des espaces, oui, participatifs à l'intérieur. C'est déjà très vite, nous avons décidé de proposer des entretiens et puis une petite fiche descriptive également aux patients qui refusaient de participer au suivi médical. Et nous avons aussi donc créé, nous avons créé plusieurs espaces de parole. Bon, le premier, les entretiens, ils sont particulièrement longs et ils ont été extrêmement nombreux également. Et puis, nous avons mis en place des groupes d'intervention sociologique qui, là, vraiment, est une méthodologie participative qui consiste à organiser plusieurs réunions de 3 heures avec un même groupe de personnes volontaires qui avaient la diversité des profils décrits, donc avec la diversité aussi de dispositifs d'accessibilité où on a beaucoup appris grâce à eux, justement, et c'est ce que nous souhaitions partager. Et donc, cette méthode d'intervention sociologique consiste à mener une analyse collective avec les personnes concernées. C'est elles qui ont choisi les thématiques à explorer et ensuite on travaille ensemble. Alors, ce n'est pas un groupe de parole psychologique, c'est vraiment un groupe d'analyse, mais qui peut être alimenté par leur expérience. Et qui consiste à inviter les interlocuteurs que les participants ont choisis et de construire comme ça une réflexion qui, pour le coup, n'est pas identifiée et décidée par les chercheurs. Et ils ont notamment beaucoup insisté sur cette dimension de la vie sociale et des aides attendues de la part de médecins pour leur vie sociale, également des informations dans la diversité qu'ils n'ont pas aujourd'hui ou qu'ils ne comprennent pas toujours, telles qu'elles leur sont fournies. On a fait ça avec les personnes qui ont un syndrome de Usher et avec les proches également. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre présentation. Je pense qu'on est obligé de passer la parole au prochain intervenant. Merci. Je ne sais pas s'il y a un temps d'échange ou des questions qui pourraient vous être adressées après, mais bon, ça, je laisse Daniel répondre tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.